Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est ni une vidéo CTF ni une vidéo gaming. On m'avait demandé en commentaire, je sais plus sous quelle vidéo, on m'avait demandé de faire une vidéo où j'expliquais, je montrais comment mettre en place un lab, ou une machine attaquante si vous préférez. Une machine attaquante pour les CTF, ou même pour le pentesting, ça peut servir aussi j'imagine, puisque c'est à peu près les mêmes outils, c'est les mêmes outils qui sont utilisés. Enfin bref, du coup voilà, on y est, cette vidéo, voilà, je la sors. Alors tout d'abord, avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que si jamais vous n'avez pas de quoi créer une machine virtuelle sur votre ordinateur, ou si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir, par exemple si votre PC n'a pas assez de RAM ou autre, n'importe quoi, si vous ne pouvez pas créer votre propre machine virtuelle locale, je vous rappelle que vous avez sur TryHackMe une machine virtuelle déjà toute faite, accessible depuis le navigateur, depuis votre navigateur web, gratuitement pendant 1 heure par jour. J'en ai parlé dans ma vidéo de présentation de la plateforme TryHackMe. Et sinon, si vous avez le Premium sur TryHackMe, vous avez accès à une machine virtuelle sous Kali Linux ou sur Ubuntu, vous avez les deux, c'est au choix. Autant que vous voulez, il n'y a pas de limite de temps, il me semble, ou alors vous êtes tranquille quand même. Hein. C'est pas limité à 1 heure quoi, par jour. Et vous avez déjà tous les outils préinstallés quasiment dessus. Enfin, il y a peut-être... parfois vous allez devoir installer des outils vous-même, mais il y a la majorité des choses qui sont déjà mises en place pour vous. Vous avez déjà tout qui est prêt. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de quoi... si votre PC si votre processeur par exemple, admettons, ne supporte pas la virtualisation ou autre, vous avez toujours cette solution là. Même avec un compte gratuit, vous avez 1 heure par jour sur TryHackMe de machine virtuelle. Donc voilà. J'en ai parlé dans ma vidéo de présentation de la plateforme TryHackMe. Je vous ai juste montré la VM Kali Linux, pas la VM Ubuntu. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vous mets dans le petit i en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Je vous mets le petite fiche pour aller directement à la vidéo de présentation de TryHackMe. Dans le sommaire, vous regardez, il y a un moment où je montre la VM Kali Linux très rapidement, si jamais. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'on va faire dans l'ordre dans cette vidéo, qui risque d'être assez longue, je pense. Première chose qu'on va faire déjà, c'est vérifier que notre ordinateur est compatible avec la virtualisation. Il faut que notre ordinateur supporte la virtualisation. Bon, si vous avez un ordinateur pas trop vieux, en général, c'est supporté, mais bon, on sait jamais, mieux vaut vérifier. Et surtout, il faut l'activer dans le BIOS. Donc ça dépend de votre processeur, carte mère, entre autres. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc dans un premier temps, on va voir comment vérifier si on a la virtualisation activée et comment l'activer si elle ne l'est pas. Ensuite, on va passer à l'installation donc de VirtualBox. Moi j'utilise VirtualBox, après vous pouvez, enfin moi dans la vidéo je vais utiliser VirtualBox, vous pouvez très bien utiliser VMware ou d'autres logiciels de gestion de machines virtuelles, c'est vous qui choisissez. Moi j'utilise VirtualBox car il est simple à utiliser, et avec VMware j'avais eu des problèmes. Ensuite je vous montrerai comment créer la machine virtuelle sous Debian ou Kali Linux, je vous montrerai les deux, même si c'est assez similaire. Et pour la machine virtuelle sous Debian, je vous montrerai la majorité des outils de base à installer, alors qui vous serviront dans la majorité des CTF. Vous n'aurez pas tous les outils pour tous les CTF évidemment, parce qu'il y a toujours des moments où il nous manque un outil et qu'il faut installer sur le moment. Mais vous aurez les outils de base qui vous serviront pour la majorité des CTF. Je vous montrerai comment les installer et je vous donnerai la liste. Il y aura évidemment toutes les informations, les liens, etc. Tout sera en commentaire. Et voilà. Et ensuite, on fera l'outro et puis voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on verra dans cette vidéo. Donc moi je vous dis bon visionnage. Alors pour vérifier si notre ordinateur supporte la virtualisation et si elle est activée, première chose qu'on peut faire, c'est sur Windows, moi je suis sur Windows, je ne saurais pas vous dire sur Mac ou si vous êtes sur Linux, je ne sais pas si ça a un intérêt de créer une machine virtuelle sous Linux, en étant déjà sous Linux, mais bon. Sous Windows, vous faites CTRL-SHIFT-échappe et ça va vous ouvrir le gestionnaire des tâches. Donc dans le gestionnaire des tâches, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans niveau de performance ici. C'est là ici que vous pouvez trouver donc les informations sur les ressources utilisées au niveau de votre processeur, votre mémoire vive, disque dur, etc. Niveau réseau et tout. Donc voilà, donc ce que vous devez faire, c'est aller ici dans processeur. Ici vous cliquez sur processeur. Ici vous regardez en bas ici, virtualisation activée. Donc voilà, donc si jamais c'est désactivé, on va voir comment l'activer dans le BIOS. Donc on se retrouve pas sur mon PC, là je filme avec mon téléphone. Je fais avec les moyens du bord, j'ai pas moyen de filmer mon PC, j'ai pas moyen d'enregistrer autrement mon BIOS qu'avec mon téléphone. Donc je fais avec les moyens du bord, voilà, j'espère que ce sera quand même agréable à regarder et surtout compréhensible. Donc voilà, là j'ai éteint mon PC. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais allumer mon PC, je vais devoir appuyer à répétition sur une touche, et cette touche ça dépend de la marque de votre carte mère ou de votre ordinateur. Moi dans mon cas, bon c'est un PC que j'ai monté moi-même, donc la carte mère c'est une carte mère MSI. Si vous êtes sur PC portable, il suffit de regarder la marque de votre PC portable directement. Et selon la marque en fait, et du coup la touche pour accéder au BIOS dépendra de la marque de votre ordinateur ou de votre carte mère. J'essaierai de vous trouver une liste, parce que je ne les connais pas par cœur, et même au sein d'une même marque ça dépend aussi des modèles parfois. J'essaierai de trouver une liste des différentes touches qui peuvent correspondre au BIOS. Moi dans mon cas c'est la touche Supr. Ça peut être en général Supr ou F2, ça peut être aussi d'autres touches, mais le plus commun que j'ai vu c'était Supr ou F2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon PC et de suite après, je vais appuyer à répétition sur la touche Supr. Donc je vais faire ça. J'allume le PC, je vais appuyer à répétition sur la touche Supr. Tant que j'ai un écran noir, j'appuie sur Supr à répétition. Voilà, donc là on arrive sur le BIOS. Alors peut-être dézoomer un peu. Voilà, donc j'ai réussi à dézoomer. Donc voilà, on est sur le BIOS. Là, l'option qu'il va falloir chercher, pareil. Le nom de l'option dépend de la marque de votre carte mère et du modèle. Dans mon cas, je crois que c'est le SVM. Ça s'appelle l'option SVM. Encore une fois, j'essaierai de vous trouver une liste. Ça peut s'appeler Intel VT, Intel Virtualisation, AMD Virtualisation ou SVM comme moi. Ça dépend, donc pareil, j'essaierai de vous trouver une liste. Je peux pas vous dire directement quelle option correspond à quelle carte mère parce que ça dépend vraiment des modèles et des marques. Il y en a beaucoup, donc là comme ça je pourrais pas vous dire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la petite option de recherche en haut là, vous voyez, une petite loupe avec une feuille. Je clique et je vais chercher SVM. J'ai le clavier un peu de traviole posé sur le côté donc c'est compliqué d'écrire. SVM, et là vous voyez, il est marqué SVM Mode Enabled. Moi il est déjà activé. Il y a la description ici, activer ou désactiver la virtualisation CPU. Donc moi vous voyez c'est déjà activé. De base c'est censé être désactivé comme ça. Donc ce que vous avez à faire c'est juste appuyer sur entrée, vous sélectionnez Enabled, vous appuyez sur entrée, c'est activé. Maintenant que c'est activé, il va falloir quitter et sauvegarder. Je vais juste faire échappe. Moi dans mon cas la touche pour quitter et sauvegarder c'est F10. Donc je vais appuyer sur F10. Là il me demande, bon là j'ai rien modifié du coup mais si jamais j'avais modifié, là il m'aurait dit du coup que j'avais modifié l'option SVM. Donc est-ce que je veux quitter et sauvegarder? Yes. Le PC va redémarrer. Et donc une fois que le PC redémarre, vous pourrez faire l'étape que je vous ai montré juste avant. Aller dans le gestionnaire des tâches, vérifier s'il y a bien marqué activé à côté de virtualisation. Et si c'est le cas, c'est que ça a fonctionné. Si c'est pas le cas, c'est que l'option n'était pas la bonne, l'option que vous avez activée, que vous avez peut-être pas enregistré comme il faut les paramètres. Si vous ne trouvez aucune option qui correspond à la virtualisation, ce qui peut arriver si vous avez par exemple une très vieille machine ou peut-être qu'il y a des processeurs récents qui supportent pas la virtualisation, je sais pas, mais si vous trouvez vraiment aucune option qui correspond, c'est que peut-être votre processeur, carte mère, ou enfin votre ordinateur en gros, ne supporte pas la virtualisation. Donc dans ces cas-là, deux solutions, changer de PC, de carte mère ou processeur, ou juste utiliser la VM de TryAcme, mais bon, voilà. C'est vraiment si vous n'avez pas la virtualisation disponible sur votre ordi. Sinon voilà, c'est comme ça qu'on active la virtualisation. Moi je vous ai montré avec ma carte mère. Encore une fois, ça dépendra vraiment de votre carte mère et de votre modèle. J'essaierai de vous trouver une liste, de vous la mettre dans la description. Si jamais vous avez des soucis, vous pourrez toujours demander en commentaire. J'essaierai de vous aider aussi. Mais voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment vérifier si la virtualisation était activée et comment l'activer sur notre ordinateur. Maintenant on va devoir installer donc un programme, ça peut être soit VirtualBox, soit VMware ou d'autres, je connais pas tous les programmes qui servent à gérer des machines virtuelles. Moi je vais vous montrer avec VirtualBox, étant donné que c'est celui que j'utilise et que j'ai eu des soucis avec VMware, donc je vais vous montrer avec VirtualBox. Donc je vais simplement ouvrir mon navigateur, on va chercher VirtualBox, et là on va sur www.virtualbox.org. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez directement cliquer dessus. Et ensuite on va dans Download. On peut directement télécharger ici, mais moi je vais aller dans Downloads, ici sur le côté. Et selon le système d'exploitation que vous avez actuellement sur votre machine, moi c'est Windows, vous choisirez ici différentes installations. Sinon il y a pour Mac ici, Solaris, voilà. Donc moi je suis sur Windows, je pense que la plupart d'entre vous qui regardez la vidéo sont aussi sur Windows. Donc hop, je clique sur Windows. Il nous demande d'enregistrer le programme d'installation.
de VirtualBox, on fait enregistrer. Voilà, il a été téléchargé. Maintenant, je clique dessus pour l'exécuter. Ça se verra peut-être pas sur la vidéo. Là, il m'a mis un message qui me demande de valider si oui ou non je veux bien exécuter cette application. Je fais oui. Voilà, je vais juste fermer ça. Donc là, on a le programme d'installation de VirtualBox. J'ai fait exprès de le désinstaller pour la vidéo pour pouvoir le réinstaller en vidéo. Donc là, on va juste faire suivant. Là, on touche à rien. Suivant. Là, il nous avertit que notre connexion réseau risque d'être coupée temporairement. Donc voilà, ils nous préviennent. Donc je fais oui. On va faire oui et installer. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Démarrer, gna gna. Donc on va laisser cocher ça. Démarrer Oracle VM VirtualBox. Après installation, terminé. Il va nous ouvrir VirtualBox. Alors moi, il a gardé en mémoire mes machines virtuelles. Mais de base, vous aurez aucune machine virtuelle ici. Donc voilà, on a installé VirtualBox. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter ou créer des machines virtuelles. Parce qu'on peut les créer nous-mêmes, mais on peut aussi en ajouter déjà toutes faites, qu'on télécharge sur Internet. Je vais d'abord vous montrer avec Kali Linux. Je vais supprimer ça là. Je vais vous montrer avec Kali Linux. Et après, je vous montrerai avec Debian. Et on installera tous les outils nous-mêmes sous Debian. Donc comme ça, vous pourrez choisir. Moi, je vous conseille, si vous débutez, je vous conseille Kali Linux. D'autres vous diront l'inverse, mais moi je vous conseille Kali Linux si vous débutez, parce que tous les outils sont préinstallés dessus. Mais voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape d'installation de création de la machine virtuelle sous Kali Linux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller hop encore sur notre navigateur et on va taper Kali Linux et on va aller sur kali.org. Pareil, vous aurez le lien dans la description. Une fois qu'on est arrivé sur cette page, on va cliquer sur Download et on est redirigé ici vers une page où on doit choisir notre plateforme, donc ARM si vous avez par exemple un Raspberry ou autre, Virtual Machine, on a même Kali pour mobile, alors c'est pas compatible avec tous les téléphones mais bref, on a des containers etc. Bon ça c'est si jamais vous voulez installer Kali sur d'autres supports. Nous on veut créer une machine, on veut une machine virtuelle Kali, donc on va aller ici. Donc ici on a, vous voyez, des images préconstruites, pré-built, pour VMware et VirtualBox, donc des machines virtuelles préfaites de Kali Linux. Donc on va juste cliquer dessus, hop. Là il nous demande si on veut du 32 bits ou du 64 bits. Donc là ça dépendra de ce que supporte votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur en 32 bits, je pense que vous ne pourrez pas héberger de machines virtuelles en 64 bits dans la logique. Donc il faudra prendre 32 bits. Mais si jamais vous avez un ordinateur suffisamment récent ou autre, vous pouvez prendre 64 bits. L'avantage de prendre 64 bits, c'est que vous pourrez allouer plus de 4 Go de RAM, il me semble. Et donc là, voilà, QEMU, VirtualBox, VMware. Donc là, on a deux possibilités pour VirtualBox, une qui est recommandée et une autre qui n'est pas recommandée. Alors celle-là, je pense que c'est une version plus récente, mais qui n'a pas encore été testée complètement, je pense. Donc on va prendre la version recommandée, je clique dessus, et là, il nous demande d'enregistrer l'archive, cette zip. Qu'on fait enregistrer. Ça va durer assez longtemps étant donné que ça fait 2,7 gigaoctets. Même avec la fibre ça risque d'être long quand même, je pense. Si jamais vous pouvez le télécharger en torrent aussi, bon je vous montrerai pas ici comment faire, mais si vous avez l'habitude d'utiliser des outils tels que QBitTorrent ou MicroTorrent, vous pouvez télécharger ça avec un torrent. Donc voilà, le téléchargement est terminé. C'était assez long, j'avais coupé le rec pendant que ça téléchargeait pour que ça aille un peu plus vite, étant donné que ça prenait des ressources de mon SSD, le fait que je recorde en même temps, et du coup ça ralentissait le téléchargement, qui lui aussi était en train de se faire sur mon SSD, voilà, donc c'est pour ça. Donc on a un fichier ZZip ici, hop, afficher le dossier, on a un fichier ZZip, donc ce que je vais faire c'est que je vais le couper plutôt, pardon. Et il va falloir trouver un répertoire, donc c'est à vous de décider, un dossier, plus simplement, un dossier où vous allez enregistrer vos machines virtuelles. Alors moi j'ai déjà créé un dossier sur un de mes disques durs, j'ai un dossier machine virtuelle, je supprimais celui-là que j'avais fait, et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Kali. Voilà, Kali, je vais aller dedans, et je vais y déplacer donc l'archive qu'on a téléchargée. Voilà. Et donc maintenant je vais faire clic droit, afficher plus d'options, je vais aller dans ZZip et je vais faire extraire les fichiers. Ok, normalement on touche à rien, il n'y a pas besoin. Donc là c'est en train de décompresser le dossier qui contient tous les fichiers de la machine virtuelle. Oui aussi ce que je voulais dire c'est que si vous choisissez un répertoire où mettre vos machines virtuelles, essayez de prendre un dossier que vous n'allez pas déplacer, quoi, que vous allez choisir une bonne fois pour toutes, parce que je crois que vous allez avoir des soucis si vous déplacez vos machines virtuelles ailleurs. Chaque fois il faudra repréciser à VirtualBox où sont vos machines virtuelles. Donc bon, voilà. Voilà, donc ça a été décompressé. On a notre dossier ici. J'aurais peut-être pas eu besoin de créer un dossier Kali, mais bon, c'est pas grave. On a le dossier ici. Ah, dedans on a encore un dossier, voilà. Et on a deux fichiers. Alors il y en a un qui correspond à la machine virtuelle
en gros. C'est-à-dire, je pense que ça doit contenir tous les réglages, etc. de la VM. Et ça doit être le disque, Virtual Disk Image. Voilà, c'est le disque dur virtuel de la machine virtuelle qui contient donc tous les fichiers, etc. Du coup, c'est un dossier dans un dossier dans un dossier. Bon, c'est pas grave. L'archive, on peut la supprimer. Ça économisera 2 Go de place. Voilà, hop. Donc on va retourner sur VirtualBox. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Ajouter. Ici, on va aller dans... Donc, moi, c'est mon disque dur D. Vous, ça dépendra où vous avez enregistré votre machine virtuelle. Dans mon dossier machine virtuelle, Kali Linux et Linux, voilà. Et là, j'ai mon fichier vbox.vbox. Donc, il faut le sélectionner et faire ouvrir. Et ici, donc, on a notre machine virtuelle Kali Linux 2022.4, etc. Et pour la démarrer, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Démarrer. Normalement, tous les réglages par défaut sont suffisants. Si jamais, je vous montrerai comment rajouter de la mémoire vive, etc. si besoin. Ça dépendra encore une fois de vos besoins, mais aussi de votre machine hôte, de votre ordinateur. Donc là, on est sur la machine virtuelle, elle a démarré. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe, je crois que c'est Kali, c'est en QWERTY, et Kali. Normalement, c'est ça. Si je me trompe pas. Voilà, donc là on a la machine qui a démarré, on est sur le bureau. Et donc on a notre petite machine virtuelle sur Kali Linux. Si jamais vous voulez changer la résolution, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici en haut dans Écran, écran virtuel numéro 1, et redimensionner en, et vous choisissez la résolution de votre écran. Si vous avez un écran Full HD, ce que je pense que la plupart des gens ont, peut-être du HD classique, ça dépend, mais bref. Moi c'est du Full HD, donc c'est du 1920 par 1080, je fais hop, redimensionner en 1920 par 1080, et voilà. Et donc là, j'ai ma machine virtuelle en Full HD. Si vous voulez la mettre en plein écran, vous avez 2 touches contrôle sur votre clavier normalement. Vous allez appuyer sur celle qui est à droite, et ensuite vous allez appuyer, vous allez la maintenir, et vous allez appuyer sur F, vous relâchez, et voilà, vous avez votre machine virtuelle qui est en plein écran. Si vous voulez l'enlever du plein écran, c'est la même combinaison de touches. Et donc là, on a une VM sur Kali Linux, voilà. Et donc par exemple, on peut ouvrir un terminal, voilà, un terminal. Je vais peut-être zoomer, voilà. Et par exemple, voilà, on a les commandes. Alors on a plein d'outils qui sont préinstallés. Ici dans le menu, on peut voir si je vais dans... Vous voyez, c'est rangé par catégorie. Information Gathering, donc récupération d'informations. Et on a des tonnes et des tonnes d'outils. Vous voyez, on a Nmap, qu'on utilise très souvent. Les autres, je les connais pas vraiment. Mais on a des outils d'énumération SMB. Voilà, Enum for Linux, celui-là on l'utilise. Pour l'OSINT, The Harvester, j'en ai déjà entendu parler. Nmap, voilà, DNS Enum. On a pas mal d'outils pour différentes choses. Des outils d'analyse de vulnérabilité, on a Nikto, qu'on a déjà utilisé aussi. Voilà, vous avez toutes sortes, vous avez Burp Suite, vous avez, je pense que tous les outils dont vous avez besoin sont préinstallés sur Kali. Je pense pas qu'il en manque un seul, honnêtement. Vous voyez, vous avez donc vous avez SQL Map, WP Scan, vous avez tout qui est rangé dans des catégories ici. Donc si vous voulez vous simplifier la vie, et surtout si vous débutez, vous pouvez utiliser une machine virtuelle sous Kali. Vous avez tous les outils qui sont préinstallés dessus. Vous n'aurez pas à vous embêter à les installer vous-même. Alors vous avez même Hashcat pour craquer des hashes. Moi j'utilise Dion. Mais Hashcat, ça peut être pratique si vous l'utilisez en dehors d'une machine virtuelle, si vous installez Kali directement sur votre ordi. Parce qu'avec Hashcat, vous pourrez, en dehors d'une VM, vous pourrez utiliser directement votre carte graphique pour craquer des mots de passe, enfin des hashes, et ça sera beaucoup plus rapide. Mais sinon, sur une VM, vous pouvez très bien utiliser John, ça fera tout aussi bien l'affaire. Donc on a installé une VM, et voilà, elle est déjà utilisable. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça pour installer une VM sous Kali. Une dernière chose, on va régler le clavier en AZERTY. Alors pour ça, on va aller dans le petit logo ici de Kali en haut. On va taper Keyboard, on clique sur Keyboard ici. Ensuite, on va dans l'onglet Layout. Ici, on décoche Use System Defaults. Et ici, on va faire Add. Et là, vous sélectionnez la langue qui correspond. Alors moi, c'est French, voilà. Je déroule le menu French et je vais prendre French AZERTY. Ok. Ensuite, je supprime en English, Remove. Il reste plus que French. Maintenant, je peux faire Close. Et maintenant, normalement, voilà, mon clavier, si j'appuie sur A, mon clavier est bien en AZERTY, Z, voilà, c'est plus inversé. Donc voilà, si jamais vous voulez allouer plus de mémoire vive, je vais vous montrer comment faire. Shutdown. Si vous voulez modifier la configuration de la machine virtuelle, si elle marche correctement de base, il n'y a pas besoin de modifier. Si jamais vous voyez qu'elle galère un peu, qu'elle rame, etc., vous pouvez la sélectionner ici, faire clic droit, configuration, vous allez dans configuration ici, et vous allez dans système. Ici, vous pouvez allouer plus de mémoire vive. Alors attention, ça dépend de votre ordinateur. Moi, j'ai 16 Go de RAM sur mon PC au total, donc je pourrais très bien en allouer 4. Si vous avez un PC qui a 8 Go de RAM, par exemple, évitez d'en mettre 4 sur la VM.
étant donné qu'il faut quand même assez de RAM pour ce qu'il y a à côté dans votre ordi. Si vous avez votre navigateur, Discord, n'importe quoi à côté, il faut garder assez de RAM pour le reste de votre machine. Donc n'attribuez pas non plus trop de mémoire à la machine virtuelle, ça sert à rien, ça aura l'effet inverse. Ça va faire bugger tout votre PC. Le chipset, ça on n'y touche pas, il n'y a pas besoin. Vous pouvez modifier aussi dans l'onglet processeur le nombre de cœurs que vous attribuez à votre machine virtuelle. Il y en a 2 par défaut, ça suffit je pense, mais vous pouvez en attribuer plus si vous voulez. C'est des cœurs logiques, pas des cœurs physiques. Si vous avez déjà un peu de base en hardware, vous savez de quoi je parle. Si jamais vous savez pas ce que c'est, ne touchez pas, ou 2 ça suffit je pense. Mais dans l'affichage, la mémoire vidéo est déjà au max. Donc pas besoin d'y toucher. Si vous avez des problèmes d'écran noir, que votre machine virtuelle reste bloquée sur un écran noir et que vous avez rien, elle n'affiche rien, alors peut-être qu'il faut modifier le contrôleur graphique. J'ai déjà eu ce problème, je sais plus avec quel contrôleur graphique, mais je restais bloqué sur des écrans noirs, j'ai dû changer le contrôleur graphique. Si vous n'avez pas de problème, encore une fois, pas besoin d'y toucher, vous pouvez laisser les réglages de base. Je pense qu'on a fait le tour pour la machine sous Kali Linux. Maintenant on va passer à la machine virtuelle sous Debian. Donc pareil, on va aller ouvrir notre navigateur et on va chercher Debian. On va aller sur www.debian.org. Ici on va sur télécharger. On va directement cliquer sur Debian 11.6.0 AMD64 netinst.iso. On sélectionne, on enregistre. Alors Debian, l'avantage c'est que c'est beaucoup plus léger que Kali puisqu'il n'y a pas tous les outils qu'il y a déjà sur Kali. Donc c'est beaucoup plus léger, Debian. Donc hop, je vais fermer ça. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a téléchargé l'image de Debian, on va aller sur VirtualBox et on va cliquer sur Nouvelle ici, le bouton Nouvelle, pour créer une nouvelle machine virtuelle. Parce que là, ce qu'on a, c'est pas une machine virtuelle déjà toute faite, on a juste l'installation. C'est juste l'installeur de Debian qu'on a installé, enfin qu'on a téléchargé. Donc là, il nous demande un nom pour notre machine virtuelle. Moi, je vais mettre, je vais l'appeler test. Voilà, je vais l'appeler test, la machine. Vous l'appelez comme vous voulez. Le dossier, vous pouvez laisser celui par défaut, c'est à vous de choisir. Et l'image ISO Image, on va cliquer sur la petite flèche ici et on va aller dans Autre. Et là, on va sélectionner Debian 11.6.0-AMD64, blablabla. Donc le fichier qu'on a téléchargé, on fait Ouvrir. Ensuite, on fait Suivant. Là, il nous demande donc les identifiants qu'on veut créer pour l'utilisateur de la machine virtuelle. Donc l'utilisateur qui sera sur Debian. On va mettre attaqueur par exemple, vous mettez ce que vous voulez encore une fois. Bon, pour la vidéo je vais mettre CyberEta, voilà, CyberEta. Et mot de passe, par défaut c'est ChangeMe, je vais mettre password. Et password. Voilà. Ensuite je vous conseille de cocher Guest Additions ici. Je vous conseille de l'installer. Par exemple si vous ne l'installez pas, vous pouvez avoir des résolutions qui ne sont pas disponibles entre autres, ou des choses comme ça. Moi je vous conseille de l'installer pour pas avoir de soucis de compatibilité avec certaines choses ou autres. Vaut mieux l'installer. Voilà. Bon, le nom d'hôte, vous pouvez utiliser celui que vous avez mis juste avant. Le nom de domaine, vous pouvez laisser celui par défaut. On va faire suivant. La mémoire vive. Alors la mémoire vive, vous pouvez laisser 2 Go, parce que de toute façon vous pouvez modifier plus tard si c'est pas assez. Pareil, là ça dépend de votre PC, de votre machine haute. Étant donné que j'ai 16 Go de RAM, je pourrais mettre 4 Go, ça pourrait le faire. Attention à ne pas mettre trop de mémoire vive, de ne pas attribuer trop de mémoire vive à votre machine virtuelle. Parce que si par exemple vous avez 8 Go et que vous attribuez 4 Go à votre machine virtuelle, il vous restera que 4 Go pour le reste de votre ordinateur. Ça peut être très limite. Donc je vous conseille pas de faire ça si vous avez pas beaucoup de RAM. Vous pouvez laisser 2 Go par défaut, ça fait l'affaire. Si jamais vraiment il vous en faut plus, vous pouvez mettre 4 si vous avez assez de RAM dans votre ordi. Moi je vais laisser 2 Go dans notre cas, ici dans l'exemple. Par contre pour le processeur, bon, si vous avez un petit processeur, vous pouvez laisser 1. Encore une fois, comme là j'ai un processeur 8 cœurs logiques, si vous avez même 6 cœurs logiques, je pense que ça peut faire l'affaire. Vous pouvez en mettre 2, c'est toujours mieux. Moi je vais mettre 2. Pareil, faut pas mettre à fond comme ça parce que sinon toutes vos ressources seront attribuées à la machine virtuelle et tout votre PC va ramer. Donc je vais laisser 2, voilà. On fait suivant. Là il nous demande de créer un disque virtuel et il nous demande la taille. Pareil, vous pouvez mettre plus si vous avez plus de place sur votre disque dur de votre PC. Moi je vais laisser 20 dans notre exemple ici. Si vous avez la place, vous pouvez mettre plus, genre 50 Go par exemple, c'est ce que j'ai fait dans mon autre machine virtuelle. Encore une fois là pour l'exemple je vais laisser 20 Go, je vais faire suivant. Il nous met un petit résumé de tout ce qu'il va faire, on fait finish. Et donc là VirtualBox va créer
créer tout seul la machine virtuelle, il va installer tout seul Debian, il va créer lui-même l'utilisateur, etc. Tout va se faire tout seul. C'était pas le cas moi quand j'ai créé ma machine virtuelle avant de faire des vidéos. Je pense que c'est dans la nouvelle version de VirtualBox. Donc là je fais un peu en freestyle entre guillemets, dans le sens où moi c'est pas comme ça que j'ai dû le faire. Étant donné que maintenant on peut faire comme ça, je vous montre comme ça. Si vous avez la dernière version de VirtualBox, vous pouvez faire comme ça. Donc voilà, là c'est en train de tout installer automatiquement. On va juste attendre que tout se fasse et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc la machine virtuelle a fini de... Enfin, VirtualBox a fini d'installer tout ce qu'il fallait. Debian est installé, l'utilisateur a été créé, tout a été fait tout seul. Entre temps je suis parti manger, donc c'est pour ça que le temps a beaucoup passé, qu'il y a eu un gros cut. Enfin bref, du coup maintenant on peut se connecter avec notre utilisateur, donc on va cliquer sur l'utilisateur ici, et on va taper le mot de passe qu'on a mis. Alors j'ai mis password. Alors voilà, c'est en QWERTY le problème, si j'appuie sur A, vous voyez ça fait un Q. Donc ça on va le changer. Voilà, donc on est sur le bureau de la machine virtuelle. Voilà, donc on peut appuyer sur la touche Windows en bas à gauche du clavier pour ouvrir ce menu. Et donc sur le côté on a des applications qui sont mises en favoris. Vous pouvez en ajouter ou en supprimer, vous voyez. Bon, c'est voilà. Je vais juste, comme j'ai fait tout à l'heure, mettre la machine en plein écran. Donc on va aller dans écran, écran virtuel numéro 1. Et ici on va sélectionner redimensionner en 1920 par 1080. Enfin, moi je prends cette résolution, encore une fois c'est selon votre écran. Voilà, et CTRL F. Et vous voyez, ça si on n'installe pas les additions invitées de VirtualBox, on peut pas redimensionner comme ça la machine virtuelle. Donc là on a notre machine virtuelle, toute belle, toute propre, toute neuve. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la langue d'entrée en français, en AZERTY. Donc ici on va taper keyboard. On va aller ici, vous voyez, dans Settings, on a Keyboard Shortcuts, et là on a Région et Langage. Sélectionner la langue d'affichage, etc., etc. Cliquez là-dessus. Donc là on va cliquer sur le plus ici. On va cliquer sur les trois petits points ici. On va cliquer sur Other, donc autre. Et voilà, vous voyez là on a le choix, on a différentes langues, des claviers arabes, arméniens, etc. Bon bref. On va taper en bas French, taper French puisque c'est en anglais qu'il faut écrire, French. Et on va prendre, moi je vais prendre du coup, si vous avez un clavier autre que français, vous pouvez très bien chercher autre. Si vous avez un clavier français, vous prenez French AZERTY, voilà celui-là, Add. Voilà, et là on peut supprimer English US. Donc normalement maintenant, si j'appuie sur A, voilà, j'ai le clavier en AZERTY, parfait. On va ouvrir notre terminal, voilà. Je vais juste le mettre en thème sombre, clic droit, préférences. Je vais mettre le thème sombre pour pas que ça pète les yeux. Colors, use color from system. Je vais décocher ça, je vais mettre Gnome Dark, voilà. Tango, je vais mettre Tango Dark, voilà, Tango Dark c'est pas mal, voilà. Je vais juste aussi modifier la police, la taille de police parce que sinon vous n'allez pas y voir. Je coche Custom Font ici, donc police customisée, police personnalisée. Et ici je vais garder monospace, mais je vais augmenter la taille, je vais la mettre à 18, c'est trop ou pas? Non, 18 ça va. 18, voilà, vous verrez un peu mieux comme ça sur la vidéo, sans que j'ai à zoomer. On va s'ajouter des droits sudo, pour pas toujours être en route. Bon ça c'est optionnel, mais vous voyez si je fais sudo par exemple, sudo 4, il me demande le mot de passe. Si je tape mon mot de passe, il va me dire, vous voyez, Cybereta n'est pas dans le fichier sudo-earth. On n'a pas de droit sudo. Donc on est obligé de faire su root pour changer d'utilisateur en tant que root, taper notre mot de passe. Ensuite on est root et ensuite on peut exécuter des choses avec sudo en tant qu'utilisateur privilégié. Si vous voulez pas avoir à chaque fois à passer root, vous pouvez vous ajouter au fichier sudo-earth. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire su root, on va passer en tant qu'utilisateur root, on va taper notre mot de passe, moi j'avais mis password, on est en tant que root. Maintenant je vais aller dans /etc et je vais utiliser nano pour éditer le fichier sudo-earth, voilà, sudo-earth. Et ici, donc on peut ajouter un utilisateur privilégié. C'est optionnel, moi je le fais parce que c'est plus pratique pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici Cybereta all égale all. Voilà, on recopie juste la ligne qui est au-dessus, mais avec notre nom d'utilisateur. On aura tous les droits comme ça, sudo. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais pour pas avoir à switcher en tant que root à chaque fois, mais voilà, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Exit. Donc là maintenant si je fais sudo 4, il me demande mon mot de passe, je le tape. Bon là il fait rien parce que j'ai juste fait 4 sans mettre de fichier, mais je fais .bashrc, voilà ça fonctionne. On peut utiliser sudo. Donc voilà, donc maintenant qu'on a mis notre clavier en AZERTY et qu'on s'est ajouté au fichier sudo-earth pour avoir les droits sudo, ce qu'on va faire c'est qu'on va on va installer tous les outils de base. Il peut en manquer, mais ce sera, je vais vous montrer comment installer tous les outils les plus utilisés en général dans le CTF. D'abord on va installer Nmap, donc pour ça on fait tout simplement sudo apt install nmap, yes.
on appuie sur Y. Et maintenant on a Nmap normalement. Si je fais Nmap, --help, vous voyez on a Nmap maintenant. Voilà, donc c'est aussi simple que ça pour installer Nmap. Sous Debian en tout cas. Ensuite on va installer GoBuster. Alors pour installer GoBuster, ce qu'il faut savoir c'est que GoBuster a été écrit en Go ou Golang. Je crois qu'on dit en Golang, bon bref. Et pour pouvoir utiliser un programme qui a été écrit dans ce langage, on doit installer Golang. Donc pour ça on fait sudo apt install Golang. Voilà, clear. Donc maintenant on a, si je fais Go par exemple, Go voilà. Si vous tapez Go, normalement vous avez une liste d'aide comme ça, de commandes. Donc c'est que ça a bien été installé. Clear. Ensuite on se rend ici donc sur le GitHub de GoBuster, je vous le mettrai en description. Dans Release, vous voyez, il y a la V3.4.0. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, il y aura une autre version, mais vous cliquez sur cette version qui apparaît ici, donc qui est la dernière, marqué Latest ici. Et ici on va choisir, nous on est sous Linux, et on est sur une machine en 64 bits, donc on va prendre ARM x86-64, pardon. Ici si vous avez une machine en 32 bits, et nous on a une machine en 64 bits, donc on va prendre ça. On l'a téléchargé, donc maintenant je vais aller dans c'est en anglais du coup Downloads, pardon, Downloads, CD Downloads, Clear, je vais faire LS, et donc ici on a notre archive qu'on va décompresser, donc je vais faire tar-x pour décompresser, V pour verbose, pour afficher plus d'informations, F pour préciser le fichier qu'on veut décompresser, GoBuster, voilà, si je fais LS, ici on a notre fichier GoBuster, l'exécutable, un fichier licence, un fichier readme, vous pouvez les supprimer, je vais juste supprimer l'archive GoBuster, le fichier licence et le fichier readme. On n'a plus que notre fichier GoBuster. Alors ce fichier, vous pouvez le placer où vous voulez. Moi en général, les programmes que j'installe à la main, enfin que j'installe moi-même, je les mets dans /opt. Donc je vais déplacer, je vais faire sudo mv pour déplacer GoBuster dans /opt. Maintenant je me rends dans /opt. Vous voyez, il y a mon exécutable GoBuster ici. Par exemple, si je suis dans mon répertoire utilisateur, pour pas avoir, vous voyez, si je tape GoBuster, il sait pas ce que c'est, il reconnaît pas. Parce qu'en fait, je suis obligé de faire /opt/GoBuster en fait. Là, il reconnaît. Pour éviter ça, on peut créer un alias. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais vous le remontrer. Donc on va dans notre répertoire utilisateur, ici on y est déjà, et on va faire nano.bashrc. Donc ici, ça nous ouvre ce fichier, le fichier bashrc. On va tout en bas. Vous pouvez rajouter un commentaire, vous n'êtes pas obligé. Moi, je rajoute un commentaire en mettant un hashtag custom aliases. Et là, je vais créer un alias. Du coup, je vais faire alias GoBuster égale, et entre guillemets, je mets /opt/GoBuster. J'enregistre avec CTRL-S et je quitte avec CTRL-X. Maintenant, si je quitte et que j'ouvre un nouveau terminal, que je vais mettre en favori d'ailleurs, add to favorite. Voilà. Si j'ouvre un nouveau terminal et que je fais GoBuster maintenant, voilà. Peu importe où je suis, si je vais dans mes documents par exemple, que je fais GoBuster, vous voyez, peu importe où je suis, il sait où est l'exécutable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Burp Suite. Burp Suite qui peut être très utile, alors pas dans tous les CTF, mais ça peut vous servir. Donc on va installer Burp Suite, pour ça on va retourner sur notre navigateur. On va taper Burp Suite, on va aller sur le site de Portswigger, qui sont les créateurs de Burp Suite. Pareil, vous aurez tous les liens dans la description, pour Burp Suite aussi. Ici on choisit la version de Burp Suite qu'on veut installer. Donc nous, comme on va pas prendre d'abonnement payant ou quoi que ce soit, on va pas prendre la version payante. Vous pouvez très bien si vous avez envie, mais moi j'utilise la version gratuite. Donc vous allez sélectionner Burp Suite Community Edition. Là vous pouvez renseigner votre adresse mail, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez direct cliquer sur Go Straight to Downloads. Et là il nous demande donc la version donc Community Edition. On fait Download, normalement c'est par défaut ce qu'il faut. Voilà, le téléchargement est complété. On va retourner dans les téléchargements, Downloads, LS, voilà. Donc maintenant on va exécuter ce script d'installation. Pour le rendre exécutable, on va faire chmod pour changer les permissions sur ce fichier, plus X pour ajouter les permissions d'exécution, et le fichier du coup Burp Suite Community blablabla, entrée. Maintenant vous voyez qu'il est en vert parce qu'il est exécutable. Et maintenant on peut faire /Burp Suite, entrée. Voilà, il nous ouvre l'installeur ici, on fait Next. Ici vous pouvez choisir où installer Burp Suite, vous pouvez laisser par défaut. Moi je vais mettre /opt. Il aura peut-être pas la permission en fait pour /opt puisque je l'ai pas exécuté en tant que... Bon c'est pas grave, je vais laisser le chemin par défaut. Home Cybereta Burp Suite Community. Je vais faire Next. Là il nous demande où créer le lien symbolique pour Burp Suite. On peut laisser par défaut USR local bin. Next. GoBuster, on aurait pu directement le déplacer aussi dans USR bin, USR local bin ou je sais plus, bref. Donc dans /bin directement. Moi j'ai pas pour habitude de faire ça, mais vous pouvez très bien le faire. Voilà, l'installation de Burp Suite est terminée, on va faire Finish. Et maintenant si je cherche Burp, voilà, si je cherche Burp, ici dans la barre de recherche, il me propose Burp Suite Community. Hop, on peut cliquer et on peut le lancer. Voilà, là il nous demande Help Improve Burp. Est-ce qu'on envoie des feedbacks anonymes? Bon, je vais laisser oui, accepte, on s'en fiche.
Et là voilà, vous avez burp suite, vous pouvez faire next par exemple, start burp. Et là voilà, vous pouvez, ça charge. Et voilà, et là vous pouvez utiliser burp suite. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser burp suite entièrement, c'est-à-dire pour que les requêtes puissent passer par burp suite, on va installer une extension sur notre navigateur qui s'appelle Foxy Proxy. Donc je vais laisser burp suite ouvert pour montrer après. Je vais sur mon navigateur et je vais taper Foxy Proxy. Encore une fois, vous aurez le lien en description. Si vous êtes sur Chrome, je vous mettrai le lien pour Chrome. Sinon, vous avez le lien pour Mozilla ici, Foxy Proxy Standard. Donc c'est une extension qui permet de sélectionner très rapidement par quel proxy on passe, sans devoir toujours aller dans les paramètres. Donc on clique sur Ajouter à Firefox, on fait Add, ok. Voilà, donc maintenant on va cliquer sur la petite icône de Foxy Proxy ici. On clique sur Options, là on fait Add. Le titre, moi je vais l'appeler Burp, le proxy, je vais laisser Burp. L'adresse IP sur laquelle est notre proxy, donc c'est l'adresse IP, enfin c'est notre propre machine, donc on va mettre l'adresse de loopback 127.0.0.1, à part si votre proxy est sur une autre hôte, vous devrez mettre cette adresse. Et le port, on va mettre 8080, par défaut si vous n'avez rien modifié c'est 8080. On fait Save, ok. Donc ici on va dans Proxy, Options, Importer, Exporter un certificat. Ici on choisit Certificate in their format, Next, Select File, ici on tape burp-cert.dir, Save, Next. Le certificat a été exporté avec succès, Close. Et maintenant dans Firefox, on va cliquer sur les trois traits en haut ici pour ouvrir le menu. On va dans Settings. Dans la barre de recherche ici, on va taper Certificates. Il nous propose View Certificates. On clique. Ici, on va cliquer sur Import. Et on va choisir notre fichier burp-cert.dir. Là, il nous demande est-ce que vous faites confiance, blablabla. On fait oui. Vous pouvez cocher aussi la deuxième option, même si elle n'est pas nécessaire, je pense. Ok, ok. Et maintenant, si je veux passer par burp, si je veux que mes requêtes soient capturées par le proxy burp, j'ai juste à cliquer sur le logo de Foxy Proxy ici et dire hop, je passe par burp. Je clique sur burp. Maintenant, si je vais sur YouTube par exemple, je vais sur YouTube. Bon, c'est un peu long sur la machine virtuelle. Accept all. Donc voilà, et donc si je vais sur burp ici, hop, si on va dans HTTP History et vous voyez, si je descends tout en bas, nos requêtes ont été capturées, voilà. Donc voilà, c'est tout pour la mise en place de burp. Et vous pouvez l'utiliser aussi bien en HTTP qu'en HTTPS, voilà. Donc on va fermer burp. Ici, si on veut plus utiliser burp, on fait turn off, voilà. Donc ça c'est fait, on a mis en place burp et Foxy Proxy. Donc maintenant on va installer WPScan. Alors d'abord, pour installer WPScan, on va installer Ruby, sudo apt install Ruby, puisque justement WPScan a été écrit en Ruby. Voilà, clear. Donc maintenant qu'on a installé Ruby, on peut faire gem install WPScan. Je vais peut-être faire sudo avant, sudo gem install WPScan. Ah non, on a une erreur, il nous dit qu'il faudrait installer Ruby Dev et Ruby Dev L. On va les installer, sudo apt install Ruby-dev, yes. Et donc maintenant on peut faire sudo gem install WPScan, on peut réessayer. Voilà, et maintenant c'est installé, si on fait WPScan -help, on a WPScan qui est installé. Donc maintenant vous pourrez vous en servir pendant les CTF. Donc maintenant on a installé Nmap, GoBuster, WPScan. On va installer Nikto. Ça peut servir, alors moi je m'en suis pas souvent servi dans les CTF, mais ça peut servir. C'est un scanner de vulnérabilité web, donc ça peut vous servir que ce soit en CTF ou même si vous faites du pentest, ça peut peut-être vous servir je pense. Donc ici on va aller hop sur notre navigateur, on va taper Nikto. On va encore une fois sur le GitHub, on va sur le GitHub de Nikto. Pareil, vous aurez le lien en description. Alors là on va directement faire code, on va copier ça ici, vous pouvez le copier à la main directement ou cliquer ici sur copier. Je vais aller dans OPT. Et je vais faire sudo git clone et le lien qu'on a copié, ls. Donc là on a notre dossier Nikto, si je vais dedans, ls, c'est des programmes. On a notre exécutable nikto.pl, pl pour Perl. Comme ça a été écrit en Perl, il faut qu'on installe Perl. On fait sudo apt install Perl, P-E-R-L, pas P-E-A-R-L. Il est déjà installé. Ah, il était déjà installé, d'accord, bon. Mais s'il n'est pas installé, vous pouvez l'installer comme ça. Et donc maintenant, on va créer un alias. Je vais juste faire pwd, je vais copier ça. On va créer un alias pour exécuter Nikto de n'importe où, sans devoir taper le chemin entier. Donc toujours pareil, cd pour aller dans notre répertoire utilisateur, nano.bash
bash rc, je fais tout en bas et je fais alias nicto égale, je colle le chemin slash nicto.pl, c'était le nom du fichier. Donc là, si j'ouvre un nouveau terminal, normalement, si je fais nicto, j'ai l'aide qui apparaît, donc j'ai bien nicto qui est installé. Clear. On va installer John. John pour craquer les hashes, ça peut être très pratique, ça pourra vous servir dans beaucoup de CTF. On va installer John. John, on pourrait l'installer avec apt, mais encore une fois, vous n'aurez pas la dernière version. Je crois que vous aurez une très très vieille version. Donc on va directement chercher John the Reaper. Je vous mettrai encore une fois le lien en description. On va sur le GitHub ici, John the Reaper Jumbo, voilà ça s'appelle. Donc ici on clique sur code, on copie ce lien, encore une fois, en cliquant sur le bouton ici. Encore une fois, j'allais dans opt, je vais faire git clone, sudo pardon, git clone, le lien qu'on a copié, voilà, ls. On a notre dossier John, donc je vais faire cd John, ls. cd run, et là on a tous les exécutables qui vont avec John, parce qu'il faut savoir qu'avec John on n'a pas juste John en lui-même qui sert à craquer des hashes, on a aussi des outils qui servent à extraire des hashes de certains fichiers ou autres. Par exemple, un que j'ai très souvent utilisé en CTF, c'était ssh2john, celui-là, voilà, ce fichier-là, que j'ai très souvent utilisé, qui sert justement à extraire des hashes d'une clé privée SSH pour ensuite craquer le mot de passe de la clé privée SSH. Entre autres, vous en avez plein, il y en a plein dont je me suis jamais servi. Il y a 7 zip2john ici, voilà. Ils sont écrits en différents langages d'ailleurs. Vous en avez en Python, en Perl. D'ailleurs, est-ce qu'il y a Python 3? Python 3 est préinstallé, parfait. Bah, Python 3 est déjà installé sur la VM, donc sur Debian, sur cette version de Debian en tout cas. Donc ça, pas besoin de s'en soucier. On va créer un alias pour John. Donc je vais faire, alors attendez, ssh2john.py. Je vais faire nano, je vais faire cd nano.bash rc. Je vais faire alias John égale, oups, je fais une faute, alias John égale slash opt slash John slash run slash John. Pareil, on peut faire un alias pour les autres exécutables, pour par exemple ssh2john slash opt slash John slash run slash ssh2john.py enregistré clear. Donc si j'ouvre un nouveau terminal et que je fais John, alors j'avais oublié, mais il faut compiler John, cd src, donc on va dans le dossier de John, src ls, et il faut compiler John puisqu'il n'est pas compilé par défaut. Donc avant on doit installer des dépendances pour John, donc pour ça on fait sudo apt install gcc, alors je crois qu'il est déjà installé mais dans le doute je le laisse, build essential, git on l'a déjà installé, zlib gst 1g-dev et libssl-dev. Voilà, toutes ces dépendances là on doit installer. Il y en a d'autres qu'on a déjà installées. Pareil, vous aurez toutes les commandes en description. Je fais entrer, yes. Donc voilà, on a installé les dépendances. Maintenant, on peut aller, on est déjà dans le répertoire src de John. Donc maintenant, on peut faire sudo /configure. Et maintenant que ça c'est fait et que tout va bien, on n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur visiblement. On fait make, sudo make, pardon, excusez-moi, sudo make. Faut pas oublier sudo, mais à chaque fois j'oublie sudo, c'est un truc de dingue. Maintenant on va faire sudo make install. C'est normal si c'est long, hein, sudo make install. Ça a l'air bon. Donc normalement si je fais John, et voilà, John fonctionne. Donc voilà, on a installé John, ça c'est fait. Qu'est-ce qui nous resterait à installer comme outil ? Enum for Linux, il faudrait qu'on installe Enum for Linux pour énumérer le service SMB. Pour ça, on va taper Enum for Linux. On va dans le GitHub, encore une fois, qui correspond, donc Cisco CX Security Enum for Linux. Ici, on va simplement aller dans Code, on va copier le lien. Je vais dans mon répertoire opt, encore une fois, là, c'est à vous de choisir où vous l'installez. Et je vais faire sudo git clone, CTRL-V. Alors sur Linux c'est CTRL-SHIFT-V, pas juste CTRL-V, sinon ça marche pas pour copier quelque chose. Du coup maintenant si je fais ls, on a notre dossier Enum for Linux. Je vais m'y rendre, clear, ls, et là on a notre exécutable, donc Enum for Linux.pl, donc Perl il est déjà installé, donc on n'a pas l'installé. On va créer un alias pour ça, je vais faire pwd plutôt. Je vais dans mon répertoire utilisateur, nano.bashrc, alias, enum for linux égale /enum for linux.pl. Donc là on met le chemin encore une fois de l'exécutable. Si j'ouvre un nouveau terminal, que je fais enum for linux, voilà, on a bien l'aide qui s'affiche, on a bien enum for linux qui est installé. Alors il y a quelque chose qui pourrait vous servir dans certains CTF, pas dans tous, c'est steghide et stegseek. Donc pour ça on va faire sudo apt install steghide
hide. Bon, vous tapez votre mot de passe. Steg hide, ça permet de cacher, surtout dans les CTF, c'est plus pour extraire, pour essayer d'extraire des fichiers cachés dans des images, plus précisément dans des fichiers JPG, pas dans des fichiers PNG, il me semble. Il y a peut-être d'autres formats, mais en tout cas, je sais que JPG, c'est principalement ce qui est utilisé pour ça. Donc là, on a Steg hide. Maintenant, il nous faut Steg seek pour essayer de craquer. Parce qu'en fait, quand on cache des fichiers avec Steg hide dans des images, on peut les protéger avec un mot de passe. Et on a quelque chose qui existe qui s'appelle Steg seek pour essayer de craquer très rapidement ces mots de passe. On peut pas l'installer avec apt, du coup on va chercher Steg seek. Vous aurez tous les liens en description encore une fois, Steg seek. Ici on va dans Release, on clique sur la Release ici. On télécharge le paquet .deb, voilà il a été téléchargé. Dans notre terminal on va dans le répertoire des téléchargements, Downloads. On a notre fichier Steg seek. Pour les fichiers .deb comme ça, ce qu'il faut faire c'est dpkg, sudo dpkg, -i pour install Steg seek. Voilà, et maintenant on a du coup Steg seek qui est installé, voilà. Et Steg hide aussi, voilà, on a les deux. Bon, je vais pas vous montrer comment s'en servir ici, c'est pas le but. Là, le but c'est de vous montrer comment tout mettre en place. Enfin, mettre en place vraiment une base pour la plupart des cas d'utilisation dans les CTF. Maintenant, on va installer des word lists, enfin, on va télécharger des word lists. Ça s'installe pas vraiment, juste on télécharge des fichiers texte, quoi. Alors, les word lists, moi j'aime bien les mettre dans USR share. Est-ce qu'on a un répertoire word list? Non. Donc, je vais faire un répertoire word list dans le répertoire USR share ici. Comme sur Kali Linux, wordlists, mais on n'a pas le droit, il faut faire avec sudo mkdir wordlists. Donc on a un répertoire wordlist ici. Et on va y télécharger donc différentes wordlists. Alors d'abord on va télécharger Rockyou, la fameuse Rockyou.txt, Rockyou wordlist. Ah, ça me la télécharge direct comme ça, ok. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc pour la copier ici, je vais faire mv tilde pour préciser, pour signifier mon répertoire utilisateur, /downloads Rockyou. Je vais la copier ici avec sudo. Et on a notre fichier rockyou.txt. On a notre wordlist rockyou.txt. Une autre wordlist qui peut vous servir, c'est la wordlist fasttrack.txt. Pareil, vous aurez le lien en description. Je vous mettrai directement ce lien là, ce sera plus rapide. Et là, vous avez juste à faire wget, sudo wget, pardon, et le lien en question, donc le lien que je vous mettrai en description, ls. Voilà, donc on a bien la wordlist fasttrack et la wordlist rockyou. On va maintenant télécharger des wordlists pour l'énumération web. Donc pour ça, on va chercher dirb et on va voilà, dirb. Je vous mettrai encore une fois le lien en description de dirb. Je vais copier ça, copier le lien git. Je vais faire git clone. Pardon, j'ai encore oublié sudo git clone. Je colle le lien du git de dirb ls. Je vais dans dirb et moi alors vous pouvez garder dirb et l'installer. Moi je m'en sers pas parce que GoBuster je trouve que c'est mieux. Vous pouvez laisser ça comme ça. Moi comme je veux juste les wordlists, je vais déplacer le dossier wordlist dans un répertoire avant ./. Voilà ls. C'est des points, pardon. Je vais supprimer le dossier dirb et je vais renommer le fichier wordlist en dirb. Voilà, clear. Et donc là, on a un répertoire dirb, si j'y vais, où on a que les wordlists de dirb. Big, common, extension common, etc. Spanish, small, bref. On a différentes wordlists de dirb. Maintenant, on va télécharger des wordlists seclist. C'est des wordlists qui sont très pratiques pour plein de choses. Vous voyez, bah là on voit déjà, il y a des wordlists pour l'énumération web, le fusing, des wordlists de mots de passe, des wordlists de payload carrément, des wordlists de nom d'utilisateur de web shell, enfin vous avez plein de trucs. C'est très pratique ça pour les CTF. Et même pour le pentest je pense. J'ai jamais fait de pentest donc je pourrais pas vous dire, mais de vrai pentest je veux dire. Pour ça on va juste ici, cliquer ici, on va copier ce lien, encore une fois, et on va faire sudo git clone. CTRL-SHIFT-V. Voilà, et donc maintenant on a un dossier seclist qui contient, bon, on a des fichiers qui servent à rien, mais qui contiennent des répertoires contenant différentes wordlists. Voilà. Donc là on a quoi? On a les wordlists de dirb, les wordlists de seclist, la wordlist rockyou, fasttrack. Je pense que niveau wordlist on a la base, on a ce qu'il faut pour la plupart des CTF, je pense. Il y a quelque chose d'autre qui me vient en tête, il y a des extensions qu'on pourrait installer, qui pourrait servir aussi. Il y en a une déjà qui s'appelle Wapalizer. Wapalizer, je vous mettrai encore le lien en description. Vous l'avez pour Chrome ou pour Firefox, voilà ici. Wapalizer, c'est une extension qui permet, quand vous visitez un site web, qui permet de vous donner des informations sur ce qui est installé et les différentes versions, les différents composants qui sont installés sur une application web. On va l'ajouter. Honnêtement, j'ai pas eu très souvent l'occasion de m'en servir, mais ça peut être utile. Add.
OK. Et donc là, par exemple, vous voyez, si sur ce site-là, je clique ici, alors oui, je suis OK avec ça, j'actualise la page, et dans Wapalizer, normalement, il m'affiche rien, tiens. On va aller sur Google, par exemple. Voilà, et si on va dans Wapalizer, ici, il me dit que sur cette page, on a HSTS, je sais pas ce que c'est, Google Web Server, et on a la version d'HTTP qui est la version 3. On va aller sur TryAcme. Vous savez quoi? On va aller sur TryAcme. TryAcme. Je vous montre un autre exemple hein, pour que vous voyez un peu ce qu'on peut voir avec ça. 15, il a trouvé 15 sur Google Analytics, Cloudflare, Senia, reCAPTCHA, Express, jQuery. Je ne saurais pas vous dire à quoi correspond tout ça. Voilà, il nous dit tous les composants d'une application web ou d'un site web, Node.js. Il peut nous donner voilà, les langages utilisés, Node.js qui en est un, les frameworks, etc. Donc on peut avoir pas mal d'informations comme ça. Ça peut être pas mal. Ça fait partie de... C'est un outil qui permet d'énumérer certaines choses qui peuvent être utiles parfois. Alors un autre outil qui peut servir, bon, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes débutant, que vous avez vraiment du mal, mais dès que vous pouvez, je vous conseille de faire à la main pour les injections SQL. C'est l'outil SQLmap. Pour ça, on fait sudo apt install SQLmap. Yes. Ça permet de trouver automatiquement et d'exploiter automatiquement des injections SQL. C'est extrêmement rapide, extrêmement efficace. Par contre, vous n'avez pas le droit de vous en servir justement quand vous passez l'OSCP ou ce genre de choses, il me semble. Et surtout, c'est mieux de d'abord faire à la main pour savoir comment ça fonctionne et pour comprendre comment ça marche une injection SQL. Donc voilà. Donc c'est mieux quand même d'éviter de trop s'en servir. Après, si vous débutez, que vous avez vraiment du mal avec ça. Moi, je sais que quand je débutais, j'avais vraiment du mal avec les injections SQL. Quand je débutais avec ça, donc vous pouvez utiliser SQLmap pour... Si vous avez vraiment du mal, voilà, vous avez ça. J'ai failli oublier un outil qui est super important dans beaucoup de CTF, Metasploit Framework. Donc pour l'installer, donc voilà, il faut aller sur ce lien, je vous le mettrai en description. Et ici, il nous donne une commande pour installer Metasploit Framework et toutes ses dépendances en une seule commande. On va copier, normalement il faut copier tout. Le problème c'est que je sais pas si avec les anti-slash ça va pas poser problème. On colle la commande, on fait entrer. Ah, curl not found, sudo apt install curl. Il faut qu'on installe curl, je pensais qu'il y était par défaut. Voilà, on réessaye. Donc là, c'est en train d'installer Metasploit Framework. Donc voilà, maintenant, Metasploit Framework a été installé, ainsi que toutes ses dépendances. Donc si on veut lancer la console de Metasploit Framework, on a juste à faire MSF, console. Voulez-vous mettre en place une nouvelle base de données? Là, on fait yes. Il ne demande que la première fois, normalement. Voilà. Voulez-vous initialiser le service web? Ça c'est au choix, moi je vais mettre no, puisque je passe pas par le service web, je passe directement par la console. Voilà, et Metasploit Framework, enfin la console de Metasploit Framework est lancée. Alors il nous manque deux choses qui peuvent très souvent servir en CTF, c'est un client FTP et un client SMB. Donc tout simplement on va faire sudo apt install SMB client. On fait yes. Voilà, maintenant normalement on a notre client SMB. Voilà. Ensuite il nous faut un client FTP. Pour ça, toujours pareil, on fait sudo apt install ftp. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents outils de base. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent servir pour les CTF. Je pense pas qu'on puisse faire le tour de tous les outils qu'il faut pour tous les CTF et pour toutes les situations de pentest, etc. Mais là, on a une bonne base déjà, je pense. Je pense pas en avoir oublié. Si jamais c'est le cas, je vous ferai peut-être une vidéo sur tel outil à installer, comment il marche, etc. Mais je pense qu'on a installé une bonne partie des outils de base. Vous voyez que c'est assez long et fastidieux d'installer ces outils-là. C'est pour ça que je vous dis, si jamais vous voulez vraiment pas vous embêter, vous faites une VM sur Kali Linux directement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous n'aurez pas à vous embêter à installer telle ou telle chose. Tout sera déjà préinstallé. Et vous pourrez mettre à jour tout très facilement. Voilà. Donc c'est au choix. Moi je vous conseille Kali, si vous voulez pas vous embêter. C'est ce que j'ai fait au début. Je pense à revenir sur Kali d'ailleurs, j'hésite. Bon, enfin bref. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous connecter au VPN de TryAcme. Bon, que ce soit sur Kali Linux ou sur Debian, normalement c'est la même méthode, c'est exactement la même méthode. Donc, pour se connecter au VPN, déjà il faut installer OpenVPN. Alors je crois pas qu'il soit déjà installé sur Debian. OpenVPN, non il n'est pas installé. Donc pour ça on fait sudo apt install OpenVPN. Yes. Maintenant qu'on a installé OpenVPN, clear, il faut qu'on télécharge notre fichier de configuration OpenVPN sur TryAcme. Donc hop, je vais ouvrir le navigateur, je vais aller sur TryAcme, login, je suis pas un robot, motorcycle, oui bah tes motos elles sont jolies, voilà, t'es content, login. Voilà, je me suis connecté à TryAcme, donc maintenant on va aller, ici on va cliquer, bon là elle apparaît pas mais normalement vous avez votre photo de profil ici qui apparaît. Vous allez dans Access, et voilà, et ici, bon vous aurez
pas la même configuration ici, ça dépend si vous avez le premium ou pas. Si vous n'avez pas le premium, ce sera sur EU Regular 1 ou 2, je crois. Enfin, ça dépend où vous êtes, mais si vous êtes en Europe, normalement c'est EU. AU c'est Australie, US c'est United States, et IN je sais pas, ça doit être Inde, peut-être, je sais pas. Et donc là, tout ce qu'on a à faire, bon par défaut c'est déjà bien réglé normalement, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur Download My Configuration File, ça vous télécharge votre fichier de configuration. Alors moi je vais, CD Downloads, oups, je vais supprimer ce Texic, voilà. Donc moi il est là dans téléchargement, je vais le déplacer ailleurs. Je vais vous savez quoi, je vais juste le déplacer dans mon répertoire utilisateur avant, voilà. Donc je l'ai ici le fichier, on va créer un alias nano.bashrc. Alors je vous ai déjà montré ça dans une vidéo, mais je vous le remontre. Alias, je vais mettre connect to thm égale sudo openvpn config /home /cybereta / donc là vous mettez donc -- config le chemin où il y a votre fichier de configuration OpenVPN, OVPN, et après -- daemon, vous précisez, voilà, j'enregistre, hop, vraiment si j'ouvre un nouveau terminal et que je fais connect to thm, voilà, si je fais IPADDR grep tune 0, et voilà, on est bien connecté au VPN. C'était aussi simple que ça. Donc voilà, maintenant, à chaque fois que vous démarrez votre machine virtuelle, vous avez juste à taper connect to thm, juste quand vous la redémarrez. Hein. Après, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. C'est que quand vous l'éteignez que vous la redémarrez. Vous tapez connect to thm, vous serez connecté au VPN. Pour vérifier ça, vous faites IPADDR pipe grep tune 0. Et là, vous voyez, vous affiche l'interface tune 0, il vous donne l'adresse IP de votre machine sur le réseau de Try Hack Me. Voilà, et donc si vous avez ça, c'est que vous êtes connecté au VPN. Si on retourne dans Access, dans Access, ici, il nous dit qu'on est bien connecté, voilà, il nous met des petites coches vertes comme ça pour dire connecté au VPN. Et il nous met ici aussi notre adresse IP l'adresse IP de notre machine virtuelle sur le réseau de Try Hack Me. Donc pour ce qui est de se connecter au VPN, c'est bon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, que je serai allé à l'essentiel. Normalement avec tout ça, vous avez ce qu'il faut, commencer les CTF. Si jamais il vous manque un outil ou autre, parce que c'est possible hein, que j'en ai loupé un, il y en a tellement des outils que... Bref, normalement vous avez la base là, mais si vous en manque, dites-le moi en commentaire. Et si jamais je vous dirai comment l'installer, ou je ferai peut-être une vidéo exprès si c'est un outil bien particulier qui est compliqué à installer ou autre. Mais sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura aidé si jamais vous ne saviez pas comment mettre en place une machine d'attaque, etc. Donc là vous avez ce qu'il faut pour démarrer quoi. Sur Kali c'est pareil, hein, si vous installez une machine sur Kali, vous avez juste à mettre en place le VPN, l'alias pour se connecter au VPN et c'est bon. Vous pouvez partir faire des CTF. Vous avez tout ce qu'il faut sur une machine Kali. C'est ça qui est pratique avec Kali. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que c'était compréhensible et que c'était pas trop brouillon ou autre. Parce que je fais pas souvent des vidéos explicatives comme ça. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'une sur ma chaîne en fait. Donc j'espère que ce sera compréhensible et que ça vous aura servi. Si jamais vous avez repéré des erreurs ou juste pour donner votre avis, vous avez la section commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm